Au village de Saint-Jules, au lieu-dit Croix de Saint-Viaud, à proximité de la borne grise qui matérialise le croisement des communes de Chaumoretz, Saint-Père, Saint-Viaud et Chauvet, une petite chapelle a été érigée en 1923 sur le passage historique de procession pour la protection des agriculteurs, à quelques kilomètres de Saint-Père-en-Retz. Je vous y emmène afin de découvrir cet endroit reposant. La bénédiction de cet espace aurait réuni plus de 1000 personnes, d'après un article de l'Écho de Paimboeuf à l'époque. Le site accueille parfois des cérémonies privées, baptême, fiançailles ou célébrations religieuses. La chapelle est entretenue avec passion par Jean et son épouse Ginette. Depuis 2015, Jean a obtenu, avec l'accord de ses frères et sœurs, la nue propriété. Ils ont réalisé sur leurs fonds propres d'importants travaux de rénovation sur ce site qu'il a légué par testament à son petit-fils pour perpétuer la volonté de son grand-oncle. D'après la légende, Saint-Vital, qui a donné son nom à la commune voisine, aurait fait jaillir sur ce qui était alors l'axe principal vu Saint-Père-en-Retz, une source devenue lieu de pèlerinage et de procession, notamment lors des grandes sécheresses. La tradition se perpétue et chaque année est célébrée sur le site la messe des rogations pour demander à Dieu un climat favorable. Sur le chemin pour vous rendre à la chapelle, appréciez la grande diversité des paysages naturels, respirez les parfums de mandes sauvages et de chèvrefeuilles et observez les animaux de la campagne verdoyante. Exploitation agricole et milieu humide se côtoient avec une végétation caractéristique de joncs, saules, carex, molinies, lichnis, fleurs de coucou ou cardamine des prés. La chapelle Saint-Vital est aussi un endroit superbe pour y passer la journée entre amis ou en famille. On peut y pique-niquer et des chemins de promenade sous les arbres partent de ce lieu paisible pour une bien jolie balade en pleine campagne. Il vous est uniquement demandé de respecter cet espace et de ne pas le détériorer. Laissez-le aussi propre que ce qu'il est lorsque vous y arrivez. Les écrits de l'abbé Merlet, recteur de Saint-Viaud de 1606 à 1640, nous racontent la vie de Saint-Vital. Saint-Vital naquit entre le 7e et 8e siècle en Angleterre, selon les Annales de Bretagne, dans une famille assez riche. La persécution des chrétiens en Angleterre l'obligea à s'exiler en France avec de nombreux habitants de son pays. Il débarqua à Noirmoutier. Très pieux, il trouva refuge au monastère de Lille où il resta quelques années. Voulant mener une existence de retraite absolue, il obtint de ses supérieurs l'autorisation de rechercher un endroit où il pourrait vivre en ermite. Après quelques recherches, il arriva au Mont Scobrit, sur la commune de Saint-Viaud. Il y vécut dans une grotte, qui est toujours visible à Saint-Viaud, dans laquelle il s'était aménagé une cellule et un oratoire. Très vite, Saint-Vital, par sa gentillesse au service des autres et sa foi en Dieu, eut auprès des habitants de la région une très grande écoute. Ses supérieurs lui demandèrent alors de construire une chapelle à proximité de son oratoire et des logements pour ceux qui voudraient
y venir y habiter avec lui. Saint Vital obtint du seigneur de Princé, commune de Chéméré, l'autorisation de couper dans sa forêt tous les arbres nécessaires à la construction de la chapelle. Celle-ci fut construite sur le mont Scobrit. Plusieurs laboureurs, avec des bœufs et des charrettes, effectuèrent le transport du bois. Le chemin qu'ils empruntaient passait devant l'actuelle croix de Saint Vital. Un jour de grande chaleur, les bouviers et les bœufs, ayant une très grande soif et aucun point d'eau à proximité, Saint Vital se mit à genoux et pria Dieu. Puis il planta son bâton dans le sol et alors une source a jailli à l'emplacement de la fontaine actuelle, permettant ainsi d'abreuver les bœufs et les bouviers. Saint Vital mourut à Saint-Viaud le 16 octobre 750. Les moines de Noirmoutier vinrent chercher son corps, puis il fut transporté à l'abbaye de Saint-Philibert de Grandlieu. En 847, les Normands dévastèrent l'abbaye de Saint-Philibert. Il fut donc décidé de transférer les reliques du saint à l'abbaye de Tournus, du diocèse d'Autun, en Saône-et-Loire. À la Révolution, les reliques de Saint Vital ont disparu. Aujourd'hui, les propriétaires sont monsieur et madame Jean Philodeau de Chauvet, petit-neveu de Jean-Marie Philodeau. Ce sont eux qui entretiennent et fleurissent l'ensemble de ce site. Ils laissent le libre accès aux visiteurs tout en leur demandant de respecter ce domaine privé. Dans le parc, il y a des tables de pique-nique pour les visiteurs et les randonneurs. Après la mort de Saint Vital, la légende le rendit très populaire. Il était notamment imploré pour faire pleuvoir. Autour de son existence se créa l'une des premières communautés chrétiennes du pays de Retz.
La chapelle Saint-Vital fut, il y a quelques décennies, un haut lieu de pèlerinage pour le pays de Retz. La chapelle devint un lieu important pour les provinces voisines. Les processions de plusieurs kilomètres partaient des églises paroissiales locales. La croix Saint-Vital, située à proximité, date du XIVe siècle et est l'unique sculpture en ronde bosse du pays de Retz. Les prêtres trempaient les pieds des croix dans le fameux trou pour éloigner la sécheresse. La chapelle a été construite en 1923 par Jean-Marie Philodeau. Il est né le 13 février 1870 au village du Bois-Hamon, à Lacy-Caudet, commune d'Arthon. Il a passé toute son enfance avec ses deux frères et ses parents agriculteurs au village de l'Épinerie, commune de Chauvet. Très croyant, Jean-Marie, enfant, venait souvent se recueillir et prier à la croix Saint-Vital, distante de quelques centaines de mètres de la ferme de ses parents. Après son service militaire, il revient à la ferme de l'Épinerie. Puis, en 1897, il décide de devenir meunier. Il a travaillé chez divers meuniers du pays de Retz avant d'acquérir le 10 juin 1902 le moulin neuf à la Bernerie. Jean-Marie travaille dans ce moulin appartenant à la famille Burlot depuis le 25 juin 1900. Il le modernise, il supprime les meules pour les remplacer par un appareil à cylindre. Cette modification permettait d'avoir un meilleur rendement et une farine bien plus blanche. Jean-Marie est resté célibataire et décide d'arrêter la meunerie et de vendre l'intérieur du moulin. Celui-ci cesse de fonctionner le 16 février 1913. Il se consacre ensuite à la conduite de ses matériels de battage du blé et de graines fourragères. Puis arrive la Grande Guerre de 14-18. Au début du conflit, Jean-Marie a 44 ans. Il est réserviste. Il est donc mobilisé du 28 mars 1915 au 14 juillet 1918. Après sa libération, il continue la conduite des matériels de battage. Il aide quelques meuniers blessés ou bien qui manquent de personnel qualifié. Il s'occupe de ses vignes. Il organise de nombreux voyages à Lourdes avec son ami Michel Guilloux, autocariste à la Bernerie. Jean-Marie avait fait un vœu. S'il revenait de la guerre non blessé, il construirait une petite chapelle à la croix Saint-Viau, lieu où il allait prier et se recueillir lorsqu'il était enfant. Le 21 janvier 1921, il achète une parcelle de terrain de 2747 m² à la famille Labarre de Château-Gaillard, commune de Vue. Et en 1924, il achète aussi un excédent du chemin de 120 m² à la commune de Arthon, sur lequel se trouvent la croix et la fontaine. Le 19 mai 1923, il se rend à la croix de Saint-Viau, sur le terrain qu'il a acheté. Il commence à défricher pour préparer l'endroit le plus élevé du terrain où sera implantée la chapelle à environ 25 mètres de la fontaine. Le mardi 26 juin, il trace et creuse les fondations. Les travaux de construction commencent le vendredi 29 juin à 8 h du matin. Monsieur le curé de Lacy-Caudet est venu bénir la première pierre. Le dimanche 23 septembre 1923, jour de la bénédiction, une foule nombreuse venant de toutes les paroisses environnantes, estimée à 1000 personnes par l'écho de Paimboeuf, est rassemblée autour de la chapelle. Vers 16h30, heure solaire, les paroissiens de Lacy-Caudet arrivent processionnellement, croix et bannière en tête, la statue du Sacré-Cœur qui est portée sur un brancard par 4 jeunes hommes. Il est ensuite procédé à la bénédiction de la chapelle et des statues du Sacré-Cœur, de Saint-Vital et de Saint-Antoine de Padoue, les statues étant placées devant la chapelle. Plusieurs cantiques sont chantés, dont le cantique à Saint-Vital.
Ensuite, monsieur le curé de la Sicaudet, du haut du talus, face à la chapelle et dominant la foule, commence son sermon. Il compare le siècle de Saint-Vital avec le siècle actuel. Il remercie le généreux donateur qui a permis la réalisation de ce lieu de prière, ainsi que tous les bénévoles qui ont œuvré à sa réalisation et aux préparatifs de cette fête. Puis, toutes les personnes présentes défilent en bon ordre dans la chapelle, où elles peuvent admirer la décoration intérieure, simple mais de bon goût. La cérémonie se termine par l'Angélus. Avant de repartir, les personnes qui le souhaitent passent goûter l'eau de la fontaine miraculeuse. Souvent, au retour, les participants à la procession recevaient une averse. Pour beaucoup de personnes, l'eau de la fontaine est miraculeuse. Nous allons maintenant rencontrer Jean Philodeau, ancien maire de Chauvet de 1989 à 2001 et propriétaire de la chapelle Saint-Vital. Chauvet portait le nom de Haguezot-les-Landes pendant la période révolutionnaire. Bonjour Monsieur Philodeau, merci de nous accueillir dans ce merveilleux endroit qui est très calme, très reposant. Quelles sont vos motivations ? Alors nos motivations principales, mon épouse et moi-même, ce sont d'ailleurs cette chapelle qui est un bien de famille construite par mon grand-oncle Jean-Marie Philodeau, le frère de mon grand-père, et qui nous a cédé et légué ce bien magnifique que nous souhaitons entretenir et développer. Vous voulez le développer dans quel univers? Beaucoup plus de plantations, beaucoup plus... Eh bien déjà, dans un premier temps, nous avons entretenu cette chapelle et fait des travaux importants. Des travaux de rénovation de l'intérieur en 2011, donc avec les statues qui ont été réparées, repeintes, l'intérieur entièrement refait. Et deuxièmement, en 2015, nous avons pensé qu'il était judicieux de rénover les extérieurs qui étaient un peu délabrés. Donc nous avons refait faire la toiture, les enrobés, les plantations. Alors mon épouse, qui est donc la main très verte, a pu effectuer toutes ces plantations et la recherche de plants qu'elle réalise elle-même d'ailleurs. Donc voilà, et aujourd'hui on essaie tous les jours d'améliorer ce lieu qui est donc très visité aujourd'hui. D'ailleurs, vous pourrez voir à l'intérieur de la chapelle le petit livre d'or où les gens notent leurs appréciations. On n'a que de bons retours. Il y a un objet particulier dans cette chapelle qui a une grande histoire qui vient se greffer sur la grande histoire. Eh bien oui, c'est donc le Christ qui est sur cette croix à l'intérieur de la chapelle. Ce Christ a une histoire assez particulière puisqu'il provient de la Croix des Noux à la Bernerie. La Croix des Noux était située à 200 mètres du moulin de Jean-Marie Philodeau, Jean-Marie Philodeau étant meunier à la Bernerie. Et cette croix a été vandalisée en 1911 suite au problème de la séparation de l'Église et de l'État. Et Jean-Marie a récupéré le Christ qui était démembré en 5 morceaux. Il a récupéré les morceaux et lorsqu'il a construit cette chapelle, il a trouvé judicieux de réimplanter les morceaux du Christ sur une croix en bois qui avait été fabriquée par un artisan de la Sicaudet. Voilà, aujourd'hui, je pense que ce Christ a une histoire. Une vraie histoire qui est tout aussi vraie que la grande histoire. Voilà. Mais Jean-Marie Philodeau aussi, j'ai cru comprendre qu'il avait eu aussi une jeunesse extrêmement puissante, extrêmement organisée. C'était un grand travailleur, il était meunier, il aidait beaucoup les gens aussi. Il aidait beaucoup les gens, il a toujours été très sociable et très serviable. Donc Jean-Marie, en plus, il a eu une naissance assez particulière. Bon, il habitait avec ses parents, enfin, il est né au village du Bois-Hamon, mais ses parents habitaient à l'Épinerie. Donc ils avaient une ferme. Mon arrière-grand-père avait donc été venu de Saint-Aignan avec ses 4 fils. Et donc Jean, le plus jeune, Jean Philodeau. Et Jean Philodeau était un jeune garçon dynamique aussi, et qui avait, il y avait une bonne au village de l'Épinerie chez les parents Philodeau. Donc la bonne, elle avait tombé sous le charme de Jean, et comme on pourrait dire à l'époque, il l'avait courtisé sérieusement. Malheureusement,
Et il a été appelé à la guerre de 70 et Victorine Frodet, qui fut plus tard son épouse, était enceinte. Donc elle a accouché d'un enfant qui s'est appelé Jean-Marie Frodet. Jean-Marie Frodet, pendant 4 ans, il a porté ce nom. Et lorsque Jean Philodeau, mon arrière-grand-père, est revenu de la guerre de 70, il s'est marié avec Victorine et il a pris Jean-Marie dans son nom. C'est pour ça qu'il s'est appelé Jean-Marie Philodeau. Et Jean-Marie donc a vécu longtemps au village de l'Épinerie, très proche, à 300 mètres d'ici, à vol d'oiseau. Et là, il venait souvent, étant très pieux, il venait souvent à la fontaine et à la croix prier. Donc il était très très croyant. Et lorsque, en la guerre de 14, il a été mobilisé un peu en réserviste, puisqu'il était déjà âgé à la guerre de 14. Né en 1870, il avait quand même 44 ans au moment où la guerre s'est déclarée. Donc il a été mobilisé un peu plus tardivement. Et il avait fait un vœu, il s'était dit, si je reviens non blessé de la guerre 14-18, je promets de construire une chapelle. Donc en revenant de la guerre 14, il a continué son activité de meunerie à la bernerie, hein, il a fait diverses choses. Et un jour, il a dit, il faut quand même que je tienne mon vœu. Il a acheté le terrain ici et il a commencé à faire la construction de cette chapelle. C'est une chapelle qu'il a construite seul? Ah non, il l'a construit avec des bénévoles, hein, ils l'ont fait, oui. Il a fait beaucoup de travaux, il avait fait, d'ailleurs, moi j'ai connu à l'époque où Jean-Marie venait entretenir cette chapelle, il avait fait, au niveau fleurissement, c'était formidable ce qu'il avait fait. Et souvent Jean-Marie venait donc, il n'avait pas d'automobile, il venait de la bernerie en vélo, jusqu'ici, et dans l'annexe, il restait à dormir quand il faisait beau. D'accord, c'est une véritable aventure. Et vous m'avez laissé entendre que vous aviez un livre qui raconte sa vie, quasiment. Ah ouais, il y a un livre formidable où il raconte sa vie très en détail, hein, très en détail, depuis sa naissance, un peu la vie, un peu de généalogie, il a fait un peu de généalogie. Et là, il raconte son enfance, l'enfance avec ses oncles et ses tantes et ses parents. Et après, son service militaire, sa vie à la guerre. Et aussi une anecdote, c'est qu'après la guerre, en 1919, avec 2 amis de la bernerie, ils sont partis en train jusqu'à Paris avec leur vélo. Ils avaient mis les vélos dans le train. Ils sont partis à Paris et depuis Paris, ils ont fait le tour des champs de bataille en vélo. Alors pendant plusieurs semaines. Et là, tout est noté en détail. Vraiment, il y a des anecdotes formidables, des rencontres qu'ils ont fait avec des gens qu'ils avaient vus pendant la guerre. Et ils ont vu des villages où ils étaient passés avant la guerre, pendant la guerre, des villages, mais qui depuis avaient été détruits, étaient rasés. Donc tout ça, et il y a énormément de photos, des cartes postales d'époque qu'il a rapportées de tout ça. Et tout est décrit en détail. Et ensuite, après, très croyant, il a organisé plus de 30 pèlerinages à Lourdes. Hein, donc avec son ami l'autocariste de la bernerie, et il partait, il organisait Et là, c'est pareil, tout est noté. On arrête dans tel hôtel, on a dans tel restaurant, on a mangé ceci, on a vraiment... Un carnet de voyage complètement détaillé, tout détaillé. Ces gens-là étaient gentils, des autres étaient... Non, on ne retournera pas, c'était pas... C'est formidable. Voilà, mais c'était vraiment la vie. Mais quand on regarde, on lit ce livre, eh ben, on est dans le livre, on le voit ce livre. Formidable. Vous avez donc des projets de développement, d'amélioration, parce que sur le sous-bois, je vois des tables pour le pique-nique. Vous envisagez... on envisage de créer un petit jeu de boules, parce que énormément de gens viennent pique-niquer. À la saison, ils viennent avec les enfants, c'est calme, c'est reposant ici d'ailleurs. Vous pourrez voir dans le livre d'or qui est à l'intérieur, où chacun note ses appréciations, qui a toujours de très belles remarques. Les gens sont enchantés de venir, c'est reposant, c'est relaxant. Voilà, c'est les principaux qualificatifs qu'on retrouve. Donc c'est vrai que
Bon, après, nous, on essaie de maintenir et d'améliorer, de rendre encore... On tient compte aussi des remarques hein, des gens. Bon, il faut savoir que cette chapelle est toujours ouverte. Toujours ouverte. On nous dit pourquoi la laisser ouverte. Eh bien, la laisser ouverte, c'est d'ailleurs, ça permet aux gens de venir, de se recueillir hein, dans cette chapelle, de prier, parce que bon, les gens, bon, tout le monde n'est pas croyant. On a des gens de diverses, des juifs, des musulmans qui viennent. Mais les gens viennent pour ce lieu de repos ici. Et là, on laisse ouvert parce que si on laisse, vous voyez, c'est dans un lieu assez perdu quand même. Eh bien, on laisse ouvert pour la simple et unique raison que si on ferme la porte, ça va être vandalisé. Il n'y a rien, on n'a rien à voler à l'intérieur. Vous prenez le contre-pied pour le protéger. Voilà. D'accord. Et tous ces travaux, toutes ces plantations, vous m'aviez expliqué que c'était sur vos fonds personnels. Ah bah absolument, on ne demande rien. C'est votre passion qui... Ouais. Bon, c'est vrai que c'est quand même il faut beaucoup de financement pour améliorer, entretenir. Bon, mais ça, on ne demande rien à personne puisque c'est un souvenir de famille. Et je dirais que c'est en mémoire de mon oncle que j'ai toujours beaucoup apprécié, de mon oncle et de mon grand-père, parce que mon grand-père, c'était la copie conforme de son frère. C'était des gens très, très sociables, très entreprenants, qui aimaient beaucoup voyager. De les écouter, parce que ces gens-là m'ont beaucoup appris, de les écouter, raconter leur vie. On apprend énormément. Oui, je m'en doute. Bah, écoutez, c'est vraiment magnifique. Je crois donc que l'église de Saint-Viaud est en lien avec cette chapelle et surtout avec Saint-Vital. Et c'est la raison pour laquelle Saint-Viaud, Saint-Vital est aussi très proche. C'est une déclinaison, très certainement. Ce que je vous propose, c'est de se retrouver à l'église de Saint-Viaud. On visitera normalement la grotte, la crypte, et puis aussi des rencontres qui peuvent être bien sympathiques. On n'en dit pas plus, on y va, je vous remercie. Donc à tout de suite, merci bien. Merci, à tout de suite. Nous prenons la direction de Saint-Viaud, un bourg de 2500 habitants, situé à quelques kilomètres de la chapelle Saint-Vital. En l'an 839, la première église a été construite 90 ans après la mort de Saint-Vital, pour être remplacée par cette église actuelle en 1854. Les dimensions de l'édifice sont impressionnantes. Le coq est à presque 50 mètres du sol. La largeur du transept est de 25 mètres et le clocher est doté de 4 cloches qui ont été mises en place et bénies le 5 août 1879. C'est au début de l'année 1850 que s'impose aux habitants de Saint-Viaud la nécessité de construire une nouvelle église au lieu et place de celle qui, usée par l'âge, menaçait ruine et risquait d'occasionner un jour un accident. De large, cet édifice en avait depuis 7 siècles pour certaines de ses parties. Il veillait sur le pays du haut du mont Scobrit. À cette époque, l'église était assise au milieu du cimetière paroissial. Elle donnait de l'ombre à la maison et au jardin du prieuré, dont le dernier titulaire avait été dépossédé lors de la Révolution. Son chœur et son clocher étaient orientés à l'est et la grotte de l'ermite Saint-Vital se trouvait non dessous l'église, mais à quelques mètres de la construction. De cette grotte, on ne sait que bien peu de choses. La tour du clocher est une construction du XVIIIe ou XVIIe siècle. Ses arcades ogivales retombent sur des colonnes engagées aux chapiteaux variés. L'arcade d'entrée a 3,55 m de large et la hauteur des colonnes est de 4,35 m. Tout est gigantesque. L'intérieur est de style gothique avec de magnifiques vitraux qui diffusent une douce lumière colorée. Nous allons visiter maintenant la grotte de Saint-Vital et la crypte. Ça fait combien de temps que vous êtes sur Saint-Viaud, Monsieur Merlet? Depuis la naissance? Non, puisque je suis né à Saint-Père, sur la commune de Saint-Père-en-Rhin, mais à 2 km de Saint-Viaud. Mais mon père était originaire de Saint-Viaud, donc je peux dire que j'ai toujours été à Saint-Viaud.
Donc, M. Merlet, vous vous occupez des lieux. Ouais, bah, c'est beaucoup dire. On s'occupe. Oui, on ouvre, on ferme. Il faut bien quelqu'un sur place qui accueille des gens aussi. On n'est pas très loin, à 200 mètres là. Donc, Et vous faites donc porte ouverte ponctuellement, sur demande? alors, ou à un les certain gens moment sur demande, soit les gens connaissent un petit peu l'histoire mais ne l'ont pas visité, ou alors ils arrivent là par hasard, et ils se renseignent à la mairie, et puis la mairie souvent donne mon adresse, mon numéro de téléphone, et ils s'adressent à la maison pour qu'on vienne leur ouvrir ou qu'on prenne rendez-vous. On fait une porte ouverte aussi au mois les dimanches d'été, du 14 juillet au 15 août, avec annonce sur les journaux. Et grosso modo, on a une trentaine de personnes qui passent chaque dimanche, 25-30, visiter. Mais la visite est libre, gratuite, et il y a 2 personnes de la paroisse, de la communauté paroissiale, qui sont là pour donner des informations et des documents, mais il n'y a rien d'obligatoire. Si les gens ne veulent pas prendre de documents, ils n'en prennent pas. Voilà. Et vous, c'est votre passion de retraité aussi? Oui, bah oui, j'aime un peu l'histoire locale, mais je ne suis pas un grand érudit de cette affaire-là. Je ne vais pas chercher d'informations plus que ça. Je ne fais pas de recherche. Derrière vous, il y a l'escalier qui descend. Alors ça, c'est l'ancien accès à la grotte qui n'avait pas d'accès sur l'extérieur avant 1920, je crois, ou 22. Oui, donc tout ça, ça a été creusé depuis, là. Mais je pense, comme l'eau arrivait jusqu'au pied de l'église, là, les bateaux venaient. Quand il se sentait en danger et qu'il habitait dans cette grotte, là, il se sentait en danger, il avait fait un passage pour regagner directement le bras d'eau et le bateau. Ça, c'est pas impossible. Maintenant, il faudrait faire des recherches. Ça me dépasse. Et ils ont découvert la grotte lorsqu'ils ont donc construit l'église. Ah oui? Oui. Et avant, ils ne savaient pas que la grotte existait. C'était tout recouvert. C'est la végétation qui recouvrait tout l'ensemble? Puis la terre. Puis la terre aussi? Il y avait des accumulations. C'est possible que ça a été... oui, quand et ils l'ont découvert à ce moment-là. Parce que, comme la vieille église, à un moment, ils ont démoli la vieille église pour reconstruire celle-ci. Oui, mais puisque ça a été rajouté 70 ans après, la construction de l'église. Oui, mais 50 à 70 ans. De la grotte était complètement sous les décombres, sous la végétation. Et puis ils l'ont découvert à ce moment-là. Bernard Bouchot, c'était un homme qui aimait aller de l'avant, qui se projetait dans l'avenir, il a creusé le plan d'eau dans les années, en 1986 d'ailleurs. La base de loisirs, là. Oui, la base de loisirs, quand il a creusé le plan d'eau
il a emmené son conseil municipal, parce que c'était pour... Moi je travaillais à la commune, donc je connais un peu l'histoire. Il a emmené son conseil municipal, qui était pour une évidence, pour faire tout ça. Et aujourd'hui, on ne pourrait pas le faire. Tout ça, ça a été mis en œuvre avec Fernand Bouchereau, mais aujourd'hui, il ne pourrait pas, parce qu'avec la Natura 2000, les lois sur l'eau et tout ça, on ne pourrait pas faire un plan d'eau dans ce marais. Alors que c'était un marais qui était exploité, on va dire, de fin mai jusqu'au début novembre, dans les meilleurs des cas. Et qu'est-ce qu'on exploitait dans ces marais? De l'herbe pour de les l'herbe. Uniquement du foin. Ouais. Puis pas du très bon foin. Pas la partie plan d'eau, il n'y avait pas de foin de fait pratiquement, alors c'était que des pâturages. C'était, comme on dit, des yonches. Oui, des yonches. Des yonches. Des yonches. Oui, Vous avez entendu ce mot-là? Oui, je me demandais ce que c'était. La cernure. Oui, aussi. Beaucoup, bon, c'était... Mais... par contre, il avait un défaut, Fernand Bouchereau, quand même, faut dire, c'est qu'il c'était un grand bâtisseur, quelqu'un qui s'engageait, qui avait des projets, tout ça, qui voyait loin. Par contre, il ne pensait pas fonctionnement après. Parce que la base de loisirs, elle a été pendant, je veux dire, le restant qu'il a été maire, sans activité. Entre autres, c'était un bon vivre. Fernand. Enlever l'église. Ils ont découvert. J'aurais pu vous la faire voir. Alors, on l'a en photo, l'ancienne église, en croquis, pas en photo, en croquis. Elle était dans l'autre sens. Hein. Le chœur était là-bas. Contrairement à C'était inversé, bah oui. Contrairement à toutes les églises. Ouais. Pourquoi, je ne saurais vous dire. Parce qu'il y avait un prieuré derrière. Là. Et peut-être que c'était pour la commodité. Je ne sais pas. Enfin, je ne veux pas que je dise, je ne sais pas. Donc, ils ont supprimé l'église et ils ont rebâti celle-ci, mais qui est beaucoup plus grande. Donc, ils ont été obligés de s'appuyer sur l'extérieur. C'est pour ça qu'ils ont été obligés de rebâtir. Ce que dit l'histoire, c'est que Saint-Vital aurait vécu en ermite ici. Oui, ben moi c'est ce que j'ai. Mais j'ai ça dans les archives de l'abbaye de Redon, qui explique exactement ça. Et l'abbaye, donc comme il était à Noirmoutier avant, de Noirmoutier il est venu ici. Mais moi je pense qu'il est venu par la mer, hein, de Noirmoutier ici. C'est fort possible. Ben, parce que l'eau arrivait dans le bas, là. Personne, mais peut-être, oui. Il est arrivé déjà d'Angleterre. Ouais, par la mer. Par la mer, c'est possible. Hein. Mais quand il est remonté, qu'il est reparti pour vivre en ermite, il a reparti de Noirmoutier, il a pris l'estuaire de la Loire, et puis l'eau arrivait dans le bas, là. Hein. Juste dans le bas. Donc il a dû voir ce petit promontoire rocheux. Et puis il s'est approché, et puis il a vu ça pour vivre là.